la même chose pour le dessin. Là, j'avais des jeunes avec qui on faisait des croquis, et non pas des dessins. Savez-vous la différence entre croquis et dessin? Donc, le croquis, ça se prend en 3 minutes. Alors, je disais à vos élèves, là, quand on a fait des dessins dans le lycée, je dis, attendez, moi, je mets le chronomètre. Hein? On fait le croquis en 3 minutes, pas 4. Ça sert à rien. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, vous pouvez faire des croquis. Alors, des croquis au sens large du terme. Ça peut être aussi bien une petite phrase, un petit bout de poésie qui vous plaît, une rime, un truc qui vous vient à la tête. Hop, vous le notez. Ça s'appelle des notations, des notules, avec des petites notes comme ça. Et puis, peut-être qu'un jour, si vous avez le don d'écriture, l'envie, l'opportunité, ça peut arriver, et bien à ce moment-là, oh, ben vous écrivez. Et aujourd'hui, regardez le nombre d'exemples que vous avez de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs qui sur Internet ont un blog et puis ils racontent une petite histoire et puis tout d'un coup vous avez 10 personnes qui disent tiens c'est rigolo, puis après vous en avez 100 parce qu'il y a le bouche à oreille, puis tout d'un coup vous en avez 1000, puis après vous en avez 10 000 et puis à partir du moment où vous en avez 10 ou 15 000, il y a un éditeur qui se dit mais là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a 15 000 personnes qui s'intéressent à cette histoire. Oh, et là je sens le bon client et hop, l'éditeur vous contacte et vous dit voilà, je trouve votre histoire intéressante, est-ce que nous ne pourrions pas l'éditer, etc. Alors vous dites ouais, ça peut arriver, ouais, il y en a qui font pareil en musique, hein, c'est pareil. Donc, vous voyez, tout ce que vous faites ne va pas forcément à la poubelle. Est-ce que vous aviez des petites questions sur la source d'inspiration de notre auteur? Oui, Mohamed, vas-y. Est-ce que vos dons architecturaux vous ont aidé pour vos dessins? Alors, est-ce que mes dons architecturaux m'ont influencé sur les dessins? Eh bien, en fait, c'est le contraire. J'ai toujours dessiné. D'ailleurs, je ne vous cache pas que j'ai jamais appris à dessiner. J'ai jamais été à un cours de dessin, bah si, comme vous, quoi. Cours de dessin du lycée, mais j'ai pas été dans une académie où on m'a dit tu vas apprendre à dessiner. J'ai toujours eu envie de dessiner, donc j'ai toujours su dessiner, bien avant même d'être architecte, bien avant même, j'ai toujours dessiné. Alors effectivement, ça aide quand on est architecte, parce que ça aide à comprendre l'espace, à comprendre les volumes, et là c'est un autre débat. Mais le dessin, pour moi, dans les croquis, vous voyez, par exemple celui-là, c'est le dessin de la pyramide avec les petits chameaux. J'ai fait ça il y a 10 ans, là, quand on est venu au Caire, il y a 10 ans. Pour moi, ça avait une connotation tout à fait particulière, puisque ça me rappelait, donc il y a 10 ans, vous voyez, là aujourd'hui j'ai 70 ans, donc il y a 10 ans j'avais 60, et bien quand j'en avais 60, ça m'avait rappelé de quand j'en avais 8. Quand j'étais venu, quand j'étais tout gamin, vous voyez, donc c'est rigolo parce que ça fait comme si on était le petit pousset qui jette des petits galets blancs et qui finalement reconstitue une histoire. Finalement, que j'ai dessiné ça il y a 10 ans ou que j'ai dessiné ça il y a 50 ans, de toute façon ça nous contemple, comme avait dit quelqu'un, depuis 40 siècles. Hein. Donc c'est pas 10 ans qui vont changer quelque chose. Mais ça avait une connotation de continuité. Mademoiselle, je vous écoute. Quelle est votre source d'inspiration quotidienne? Inspiration quotidienne? Ah, très bonne idée. Inspiration quotidienne, je dirais la surprise. Alors si vous voulez, quand je fais des croquis, alors là je quitte un peu le domaine de la littérature, mais vous allez comprendre que finalement on peut avoir la même logique. Quand je fais un dessin, en fait, c'est quelque chose que je vois et que je ne peux pas photographier. Parce qu'en photo, ça ne donnera rien. Du coup, je ne peux pas peindre, puisque la peinture ne donnera rien. Mais par contre, il y a une chose où ça donnera, c'est en croquis. Il y en a d'autres que je ne peux que photographier, parce qu'en dessin, ça ne donnera rien. Donc il faut avoir l'œil bien aigu, bien aiguisé, pour comprendre quel est le domaine d'inspiration qui permet d'utiliser tel outil ou tel autre. Alors le domaine d'inspiration, j'ai envie de dire, c'est la surprise, et dans le dessin, le graphisme. En l'occurrence, ici, vous voyez, il y a finalement très peu de traits. Hein, il y a le triangle de la pyramide. J'avais lu un truc de Jean Cocteau il n'y a pas très longtemps qui disait « Un peintre a toujours trop de couleurs dans sa palette. Un musicien a toujours trop de notes dans sa partition. » Bon, c'était exagéré, hein, ce qu'il disait ça. Et bien j'ai envie de dire, souvent les dessinateurs, ils ont trop de traits dans leur stylo. Il faut en enlever, il faut en enlever, il faut en enlever, il faut en enlever. Alors l'avantage du dessin, c'est que supposons qu'il y ait un gros réverbère électrique là, devant. En photo, c'est impossible. Moi, en dessin, je l'enlève. Je fais ce que je veux. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas le cadre, mais c'est
le mystère de l'Orient, en l'occurrence là, le mystère de l'Orient égyptien. On devine le désert derrière, et j'essaye d'exprimer cette profondeur, autant historique que graphique, à travers le minimum de traits. Des fois, je mets juste un trait, un point, il y a des bateaux. Maintenant, je dessine un bateau sur la mer, on ne sait même plus où est le ciel, etc. Ben, il y a juste une petite truc comme ça, hop, et ça suffit. C'est une inspiration en fait assez japonaise. Pour ne rien vous cacher, je ne sais pas si vous connaissez Hokusai, le peintre Hokusai. Alors non, vous ne connaissez pas, c'est pas grave, mais quand même, jetez-y un œil, vous verrez. Hokusai est un peintre japonais du début du 19e siècle, donc c'est pas très vieux, ça fait 200 ans à peu près, un petit peu plus de 200 ans. Et lui, il faisait des estampes, mais qu'il préparait d'abord au pinceau. Et il a fait, par exemple, la fameuse vague. Vous vous souvenez? Il y a une vague. Et il m'a appris justement à exprimer d'un paysage, ce que je disais tout à l'heure, la substantifique moelle. C'est-à-dire comment exprimer le maximum de choses avec le minimum de moyens. Et une des choses merveilleuses qu'a fait Hokusai, il avait trouvé son inspiration dans les 36 vues du mont Fuji. Alors vous savez, le mont Fuji, bah, c'est un peu ça. Hein, voilà. C'est un mont qui est très particulier, c'est un volcan. Là, il y a toujours de la neige en haut et puis il y a un petit panache de fumée. On a envie de dire, ça y est, c'est dit. Eh bien non, Hokusai a pris ce prétexte, très japonais évidemment, puisque on est au Japon, pour faire 36 vues totalement différentes, où quelquefois le mont Fuji, on le cherche dans l'image. Tellement il est loin, petit, mais il est caché juste à un endroit, alors que devant il se passe tout un tas de trucs, ou alors il y a un coup de vent, et puis il y a un paysan qui perd son chapeau, enfin c'est très très amusant. Et pourtant, ce sont les 36 vues du mont Fuji, parce que le vrai intérêt de l'image, c'est autre chose que ce qu'on voit. Vous voyez, donc il y a une double vision. C'est un peu comme là. Si vous voulez, le fait de dire que la pyramide a cette forme-là n'a aucun intérêt. Moi, j'essaye d'aller un petit peu plus loin pour suggérer une profondeur, en l'occurrence historique ou exotique, tout ce que vous voulez, même de chaleur, exprimer autre chose que ce qu'on pourrait, comment dirais-je, voir tout simplement avec une photo. Vous voyez, où la photo vous dit que le ciel est bleu, on s'en fiche, tout le monde le sait que le ciel est bleu. Donc j'ai pas besoin de mettre de bleu là, ça sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi, ça ne me sert à rien. Par contre, il m'est arrivé quelquefois, en Angola, je me souviens, l'autre jour, tiens, si, je vais vous montrer. L'autre jour, j'étais au Fayoum. Vous connaissez le Fayoum? Oui. Bon, j'étais au Fayoum. Et vous savez en quel mois on est? Oui. On est au mois de mars. Or, quelle est la particularité du mois de mars? C'est le printemps. Eh bien, au mois de mars, au printemps, il est arrivé deux choses quand j'étais au Fayoum. La première, la pluie. Parce que quand je vais dans le désert, il pleut toujours. Ah, toujours. Je suis allé à Abu Dhabi, il pleuvait des trompes d'eau. Je suis allé au Maroc, il pleut des trompes d'eau. Je suis allé dans le désert saharien de Tunisie, il tombe des trompes d'eau. Des gros orages, hein, je peux vous dire. Hein. Et là, je vais au Fayoum, il pleut et il grêle. Donc on a fait des bonhommes de neige. C'est dingue, quoi. On n'avait jamais vu ça. Hein. Donc j'ai fait un dessin, vous voyez, le désert. Mais finalement, c'est pas tellement le désert qui est intéressant. C'est de suggérer le désert sous la flotte. Et ça, en photo, vous ne pouvez pas le faire. Vous la voyez pas, la pluie. Vous la voyez pas. Et là, j'ai envie de dire, clac, clac, voilà, ça y est, il y a le désert, on sent, alors le contraste dingue, d'un endroit qui est aride, dans lequel il n'y aurait rien à voir, et puis en fait, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Autre idée, vous voyez, en allant très vite, au Fayoum, c'est le printemps. Et moi, ce qui m'a sidéré dans le printemps du Fayoum, c'est le vert. Ah, en mer, c'est le bleu, donc j'ai mis du vert. J'ai mis juste une couleur, le reste, on s'en fout. On s'en fiche, c'est pas grave. Alors, on met quelques palmiers, des ombres, et puis ce vert extraordinaire. Dès que vous sortez du Caire, bon, pour vous, ça fait un peu loin, avant de trouver du vert comme ça, mais, hein? Oui, 1 heure au minimum. Il faut aller assez loin. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire, car c'est un verre qui est gras, qui pousse comme ça, c'est fou, quoi. Même en France, on ne trouve pas ce verre-là. Et puis comme il jette la semence à la main, on n'a pas, comme en France, avec les machines, les rayons de blé, vous voyez, bien alignés, etc. Donc là, on sent vraiment la nature qui explose, vous voyez, qui donne le blé, c'est extraordinaire. Bon, voilà une impression. Alors, vous voyez, il y a juste deux choses, il y a trois couleurs, hein, le noir, le blanc et le vert. Et j'espère, même si j'y suis pas arrivé, disons, j'espère être arrivé à exprimer ça. Donc vous voyez, les sources d'inspiration, c'est vraiment du graphisme.
et puis de la poésie derrière, en essayant de trouver disons, de me disperser le moins possible. Autre question? Je vous intimide pas, j'espère. Si, un peu? Oui, d'accord. Est-ce que je peux vous demander combien vous avez vendu de livres? Alors, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas un best-seller. Pas du tout. Je suis un petit auteur. Mais c'est faut que tu dises par rapport à Henri aussi. Ah oui, oui, oui. Alors moi, je suis un petit auteur. Quand je fais un livre, il se vend aujourd'hui. L'édition, alors on entre dans un autre domaine, le monde de l'édition est un monde en France, enfin en Europe, peut-être ici aussi d'ailleurs, qui est, j'ai presque envie de dire, en ruine. En ruine, parce que cet outil-là, vous voyez, ça, plus le téléphone, plus la télé, etc., a véritablement effondré les lecteurs. D'abord, ça coûte cher, ça vaut une dizaine ou une quinzaine ou une trentaine de livres en valeur, hein. Donc les gens ne lisent plus. Donc ce qui fait que quand vous vendez un ouvrage 2000 exemplaires, ben, vous êtes presque content. Alors qu'il y a 20 ans, ben, vous étiez content à partir de 20 000. Et on les vendait, les 20 000. Alors mon grand-père, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin moi j'ai vendu à peu près 2 ou 3 000 exemplaires de chaque livre. Bon, j'en ai fait une dizaine. Bon, je suis content, j'ai eu des prix littéraires, figurez-vous. C'est dingue, je ne m'y attendais pas du tout. Bon. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas tellement d'en vendre beaucoup. Le problème est d'être en adéquation et en connivence avec ses lecteurs. Alors je suis allé souvent dans des salons littéraires où on m'invitait. Vous savez, les salons où on dit il y a 30 auteurs, ils vont vous dédicacer le livre, venez, où il y a 50 auteurs, où il y a 100 auteurs. Alors quand je suis invité, je viens, je dédicace les livres et je parle avec les lecteurs. Et alors il y a des gens, c'est ça qui est très agréable, même si on en a peu, je dis qu'on a la qualité. Par exemple, pour mon livre sur les vagues, il y a des tas de gens qui m'ont dit « Ah mais ça c'est mon livre de chevet ». J'adore. Dès que je déprime, dès que je suis trop loin de la mer, je déprime, je regarde votre livre, ça y est, ça va mieux. Bon ben, pour un seul lecteur comme ça, je suis comblé. Je n'ai pas besoin d'en avoir 20 000 ou 50 000, je n'ai pas cette prétention. Mon grand-père, lui, c'est un peu différent. Il a écrit Les Secrets de la mer Rouge en 1930, il y a presque 100 ans. Ce livre se vend toujours. Il en a vendu des centaines de milliers d'exemplaires dans toutes les langues. Bon, c'est une autre dimension. Je ne suis pas mon grand-père, je n'ai pas son charisme, je n'ai pas non plus ses aventures. Moi, je me place dans un autre univers. Vous voyez ? Alors, forcément, les ventes s'en ressentent. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas forcément le problème. Parce que quand vous discutez de littérature avec un éditeur peut être capable de faire un livre sur un coup de cœur. C'est-à-dire, il aime ce livre. Il se dit, ce livre est indispensable. Voilà. Il faut qu'il paraisse. Même si j'en vends 500 exemplaires, c'est pas grave. Je perds un petit peu d'argent, et ben avec 500 exemplaires, je me retrouve mes billes, c'est pas grave, mais je le fais. Voilà. Donc vous voyez, il faut plutôt rechercher la qualité de relation avec le lecteur qu'on peut avoir. Notez dans votre carnet, de regarder chez vous Ada et Rosie. Vous écrivez Ada, A-D-A. Oui, A-D-A. Voilà, c'est marqué là. A-D-A et Rosie. Alors ça, vous allez voir, c'est très marrant. C'est un blog qu'a fait ma fille. Ma fille, elle a 45 ans. Bon, elle est plus âgée que vous. Elle a à peu près la génération de notre génération. Si, à peu près. Allez, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Bon, à peu près la génération. Et ma fille a une fille qui a votre âge. Et oui, elle a 14 ans, 13 ans, machin. Et elle raconte, alors elle a fait une biographie de la vie à la maison. C'est que des blagues. C'est que des blagues. Et c'est très très drôle. Alors elle, comment elle fait? Eh bien, c'est de la littérature dessinée. C'est pas tout à fait de la BD, c'est presque de la BD. Donc vous avez une page avec une histoire. Alors là, c'est que font les enfants pour la fête de la musique. Je ne sais pas s'il y a la fête de la musique au Caire, mais il y a la fête de la musique à Paris. Alors ça finit, alors évidemment, c'est comme toutes les blagues, hein, on raconte une histoire, puis évidemment ça finit sur une pirouette à la fin, quoi, qui est drôle. Voilà. Et c'est votre histoire, à vous. Parce que le héros de l'histoire, qui s'appelle Ada, c'est vous. Et vous avez une petite sœur qui s'appelle Rosie. Alors même si vous ne l'avez pas, dans l'histoire, vous l'avez. Et ça vous raconte toutes les facéties. Alors elle a eu beaucoup de succès avec ça. Et elle a fait, comme je vous disais, elle a commencé par faire le blog.
dans un journal, et puis il y a eu un lecteur, puis 10, puis 100, puis 1000, puis je ne sais pas combien. Et puis à ce moment-là, un éditeur s'est dit, il s'est gratté la tête, il dit, mais c'est bien ce truc-là, il y a beaucoup de lecteurs, hop, on va le faire en livre. Et donc le livre est sorti. Mais pour vous, c'est plus simple de regarder sur Internet. Vous pourrez... Psychologie adolescente. Je ne vous raconte pas parce que c'est vous. Alors, et par contre, il faut que vous sachiez rire de vous-même. Pas forcément évident, hein, parce que ce sont tous nos défauts que ma fille vous a croqués, et d'une certaine manière, elle ne vous a pas loupé. Hein, mais c'est normal, elle en a une comme vous à la maison. Alors forcément, tous les jours, c'est assez amusant. Alors la psychologie adolescente, vous voyez les dessins? Ouais, vous voyez? Alors ouais, ça chahute, voilà. Et donc... Voilà, et pendant ce temps-là, il clique à chaque fois, prends des photos, prends des photos, chaque fois. Hein. Voilà. Et puis la chute. Regarde, elle est chouette cette photo-là. Pour une fois, tu as l'air contente. Pour une fois, tu as l'air contente. Réponse de la fille. Et ça se fait pas, c'est de la diffamation. Efface ça tout de suite. Et oui, parce qu'une ado, c'est forcément jamais content. Forcément. C'est pas possible, un ado qui soit content. Donc c'est pour vous dire que on peut être auteur de quantité de manières. Il y a ceux qui écrivent des livres, il y a ceux qui dessinent, il y a ceux qui font les deux, qui font des textes. Et d'ailleurs, ce genre de choses, vous voyez, ce sont des mini-scénarios, c'est presque un petit sketch de série télévisée ou de trucs comme ça, hein, vous voyez. Donc tout ça, ça se lit. Quand vous êtes auteur, vous n'êtes pas forcément auteur avec un livre. Vous pouvez être auteur de quantité de manières différentes. Je voudrais rajouter, puisque vous êtes en troisième. Tiens. Notre fille, donc, qui est auteur, illustrateur, elle vit de son métier d'auteur. Elle dit que tous les projets qu'elle fait actuellement, donc elle a 45 ans, ce n'étaient que des idées qu'elle a eues quand elle avait votre âge. Comme quoi l'imagination et l'imagination que vous pouvez avoir aujourd'hui, si vous le notez, parce qu'elle faisait des petits bouts de dessin. Sans le savoir, parce qu'elle ne savait pas. Oui, elle ne savait pas. Ah oui, vous ne savez pas ce que vous allez faire plus tard. Voilà. Ça ressort, on ne sait pas comment, ça ressort. C'est même bien plus que d'espoir. C'est, comment dirais-je, utiliser votre énergie à apprendre. Oui, c'est d'ambition, exactement. Utilisez votre énergie à apprendre, à avoir une ambition, à avoir une idée, et puis même si ça rate une fois, eh ben qu'est-ce que vous voulez, c'est pas grave. Quand vous montez, quand vous étiez petit, que vous avez appris à marcher, vous êtes tombé 10 fois, 20 fois avant de savoir marcher. Bon, c'est pareil. Donc il ne faut jamais se décourager, il faut toujours recommencer. Alors c'est ça qui est difficile, c'est vrai que des fois c'est fatigant, parce que plus vous devenez grand, plus l'échec que vous subissez est grand. C'est proportionnel. Par exemple, ma fille, il lui est arrivé que, on lui a refusé un livre. Ah, ça fait mal. Quand vous êtes un auteur, vous avez 50 livres devant vous, vous avez l'impression que le 51e, eh ben, ça sera sur une autoroute. Et ben, l'éditeur dit non. Alors, vous en prenez un coup sur la figure, là, parce que vous dites c'est pas possible. Ben si, c'est possible. C'est possible. Donc c'est pas grave. Mais il faut savoir se remettre debout. Donc, ma fille s'est remise debout, mais tout le monde se remet, tous les autres qui ont subi des échecs. Donc il ne faut pas... aujourd'hui, à supposer que vous ayez un échec, il ne faut évidemment pas rester là-dessus, parce que sinon la vie, ce serait désespérant. Il faut au contraire que vous utilisiez tout le temps votre énergie pour repartir et continuer à prendre des notes, prendre des croquis, prendre des dessins, noter des idées, tout ce que vous avez envie de faire, notez-le, gardez-le dans un coin, et puis surtout, soyez créatif. Voilà. Il ne faut pas rester comme un veau sur sa chaise. Parce que si vous restez comme un veau sur sa chaise, il ne se passera rien. Rien du tout. Vous voyez? Voilà, c'est plutôt ça, hein, ne pas rester sur sa chaise, être imaginatif et saisir des opportunités. Ça, c'est rigolo. Parce que une opportunité, des fois, elle ne se voit pas. C'est-à-dire que la même opportunité présentée à plusieurs personnes, il y en a qui ne la voient pas du tout. Mais il y en a qui la voient. Et hop, ils y vont. Alors, il y a des risques, oui, ils vont être fatigués, c'est pas grave, bon, on y va, puis on verra bien.